Bonsoir et bienvenue à tous pour cette 11e édition du Festival Les idées mènent le monde. Cette année, nous avons rendez-vous avec un mot puissant, un mot de lumière, après les ombres, renaître. Renaître, c'est se relever, se réinventer, retrouver le souffle. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec un homme qui fait des mots des passerelles entre le vécu et le sens. Un auteur, un conteur du réel, un amoureux du langage, Nicolas Vargas. Maintenant, il va vous faire entrer dans son univers. Bon. Est-ce que ça va? Oui. Alors, on est là pour parler de renaître, de qu'est-ce que c'est de parler, et on m'a invité à vous raconter un petit peu comment moi je travaille, d'accord? Et donc, grâce au rendez-vous avec Mathieu, on va essayer de trouver des solutions et de vous raconter un petit peu. D'accord? Pour commencer, j'ai eu envie de vous raconter un petit peu l'histoire du fond et de la forme sous forme d'exposé qu'on appelle pataphysique. Vous regarderez à l'école sur à quoi ça correspond. En gros, c'est la résolution aux questions par l'absurde. D'accord? Donc, soyez pas surpris par ce que je vais vous dire pendant 5 minutes. Après, je remets mon visage de normal. D'accord? Là, on va y attaquer un peu comme ça. OK? Donc, par exemple, Victor Hugo, il a écrit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. » Sprach. OK? Ça en jette, quoi. Donc, moi, si je veux le dire autrement, je pourrais vous dire que il y a un sujet avec un grand S, c'est vous, qui a un sujet qu'il souhaite adresser. OK? La question du langage se passe ici. On est d'accord? Dans la question du langage, qu'est-ce que c'est? C'est un message que l'on va pouvoir décrire par MG, qui a un fond qu'on peut décrire par FD et qui va avoir une adresse qui dépend du contexte. OK? Donc, par exemple, vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. D'accord? C'est plutôt clair. D'accord? Donc, il y a la dimension de l'aléa qui va influencer le contexte. Et tout ça va donner une différence de forme. Là, ça vous va? Allez, nickel. Bon, donc si je résume, on a un fond attaché à une forme, donc FD, attaché à FE. OK? Donc, si je reprends de manière mathématique, je dois vous présenter le sujet. De quoi parle-t-on? Pourquoi? D'où? Comment? Et comment on va en parler comme ça? D'accord? La question du fond et de la forme. Tout ça entraîne des questions différentes que nous allons essayer d'explorer avec Mathieu. Et toutes les réponses ne seront pas ici. D'ailleurs, c'est quoi ici? Un aléa, l'aléa, tout sauf une bagatelle. Et donc, on reviendra ici à oui, mais après, et on reviendra à la première question pour retourner comme ça pendant, si on a le temps, quelques heures. Là, on n'a pas trop le temps, donc je vais vous aider à aller à la case solution tout de suite. OK? Donc, on reprend la question du fond. C'est le fond attaché à une forme numéro 2 parce que la forme est toujours consécutive. Vous êtes d'accord avec ça? On a d'abord une idée et après, on lui met une forme. OK? Donc, FE1 attaché à FE2. Mais, si le fond initial peut avoir plusieurs formes, FE3, FE2, FE4, FE26, FE patate, est-ce que la forme peut avoir un nouveau fond? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant 2 minutes. Est-ce que la forme peut devenir un fond? FE2 égale FD3? Non. Oui. On n'a jamais vu 2 fonds ou beaucoup de questions. Comment? Pourquoi? Et prenons quelques exemples que vous voyez ici. Donc ici, une page à relier avec une question assez simple. Donc la forme dépasse le fond. Parce que justement, j'ai pris à peu près 6 heures pour faire ça, alors que le relier et la question dureraient 2 minutes. Ça veut dire combien dit la forme?
la même question qui est faite ici de manière de puzzle. Donc là, je vous encourage à le découper au puzzle et de reconstituer un puzzle qui vous donnera le schéma initial de cet exposé. Là, c'est pareil, sous forme de lamelle. Vous allez devoir découper sous forme de lamelle et alterner les feuilles pour avoir toujours la même question du fond et de la forme. Donc, voilà, je vous ai passé les exemples. En résumé, il y a le ce que et un comment, d'accord? Le ce que, c'est le fond, et un comment, c'est la forme. Or, si ce que ne devient jamais un comment, le fond ne devient jamais une forme, il arrive que comment devienne ce que, la forme devient un fond. Or, si comment la forme devient un ce que, et un fond, que devient le ce que? Ou alors, or, si comment devient un, et que le fond ne disparaît, que devient justement le ce que? Et en dernière hypothèse, mais ça c'est vraiment une petite gourmandise, si comment devient le ce que, or si la forme devient le fond, que devient le de ce le ce que? Clair? Ok. Donc en conclusion, ce que nous apprennent ces expériences, si la forme numéro 2 est supérieure au fond numéro 1, qu'est-ce qu'il advient du fond numéro 1? Qui a mal à la tête? Pourtant, c'est limpide. Il reste 1 minute, accroche-toi, mon garçon. Donc, la question du fond numéro 1 est attachée à fond numéro 1 prime, ou fond numéro 3, nouveau fond, ou alors non. Et on arrive à la même question avec la forme numéro 2. D'accord? Donc, ça veut dire que le fond devient un fond exprimé différemment, ou alors un nouveau fond, ou une forme différente, mais une forme, ou alors la forme qui ne peut ne pas être. Donc, en conclusion, si la forme initiale FE2 devient fond numéro 3, a-t-il besoin d'une nouvelle forme FE4? Question de FE4 exponentielle FD3 exponentielle FE2. Non, la forme FE2 exprime et s'exprime. Elle peut avoir deux fonds, celui qu'elle a et celui qu'elle est. Et je vous concède qu'on arrive à la question de la relation entre l'être et l'avoir de la forme. Ça va de soi, je vous avoue. Quant à lui, le fond numéro 1 a une forme qu'il exprime, mais ne peut pas s'exprimer seul et ne peut pas être et devenir une forme. Donc, je vous vois arriver. Quelle est la question du fond initial? FE2 égale FE3 entraîne FD1 question. Tout dépend si la forme ne peut pas greffer deux fonds, FDX ne peut pas être rattaché à FEY et FDZ, ou alors FEY peut rattacher FDX et FDZ. D'accord? Donc, on arrivera à des questions que l'on explorera tout à l'heure du fond numéro X, de X, mais aussi de que devient le X de FD. Voilà. Je pense qu'on peut rester sur cette ouverture. Ça fait une bonne introduction à la question du fond et de la forme. Voilà. Allez, c'est fini pour l'introduction. Merci beaucoup. À tout de suite. Vous êtes toujours là? Oui. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour Mathieu. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, même si on est quand même rentré dans le vif du sujet, là, j'aimerais qu'on revienne un instant en arrière. À quel moment de ta vie as-tu compris que les mots allaient prendre autant de place et que ce serait pour toi, plus qu'un outil, une manière d'être au monde? Je te laisse reprendre. Excusez-moi. Ça va? Ça va toujours? Alors, à quel moment je me suis rendu compte de ça? Alors, ben moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Goudon, dans le 65. Et il y a une rivière dans ce village. Et j'aime bien cette rivière, j'aime bien les rivières. Et je me dis qu'en fait, la vie, elle était un petit peu comme si j'étais dans un petit bateau tranquille sur cette rivière, avec beaucoup de sensibilité, un bicross, des balades, vraiment plutôt tranquille. Et quand je suis arrivé dans la mer, c'est-à-dire que à l'âge adulte, puis la vie professionnelle, et puis la ville, tout ça, j'étais un petit peu largué avec ce petit bateau-là, avec les voiles pas très attachées. Donc du coup, c'est là
que j'ai découvert l'utilité des mots, parce que ça permet de mettre quand même pas mal de termes sur certaines émotions. Ensuite, je dirais que j'ai découvert la lecture à voix haute un peu plus tard, et j'ai découvert la force que pouvait avoir le mot. Et ça, c'était un vrai plaisir de me rendre compte que je pouvais incarner de manière très physique et très particulière les choses que j'écrivais. Et puis ensuite, il y a eu un troisième point, quand j'ai découvert que le mot pouvait être vecteur de plaisir au travers de la fabrication de livres, de spectacles, d'ateliers d'écriture, tout ce que le mot pouvait entraîner avec lui, quoi. Qu'en fait c'était un outil de plaisir. Et ces trois découvertes, ça fait comme c'est un peu comme si j'attachais les voiles de mon bateau avec 3 nœuds et que les cordes étaient un peu attachées là, les voiles. Et voilà à peu près. C'est là que je me suis rendu compte à chaque fois que le mot et l'écriture allaient avoir un sacré rôle à jouer. Et je vous dis ça alors que je ne connais pas grand-chose. J'utilise la métaphore du bateau, mais je ne connais pas grand-chose en bateau. Okay. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit de dire corde en bateau. Hein? On dit bout. On dit bout. Voilà. Quand on te lit, on sent que les mots ne sont jamais choisis au hasard. Ils semblent venir d'un endroit à la fois lucide et sensible. Et pourquoi ce chemin-là? Qu'est-ce qui t'a mené à l'écriture? Une vocation, un besoin, une forme, une résistance peut-être? Alors c'est marrant parce qu'à Pau, il y a, je ne sais plus sur quel mur, il y a un grand tag que vous connaissez peut-être, où il y a écrit « Créer, c'est résister ». Et je suis totalement d'accord avec ça, Mathieu. Je me dis quand même on tombe dès la naissance dans ce bain de langage et que c'est une sacrée chance au vu de tous ces mystères, toutes ces questions, mais aussi ces mystères, c'est quand même très mystérieux, hein, la vie. Et on a quand même ces petits outils, les mots, qu'on nous a mis dans la bouche depuis tout petit, et grâce à ça, ça nous permet quand même de participer un petit peu à la valse, quoi. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a un petit peu de chance d'avoir ces outils-là qui nous permettent quand même de faire avec le monde et les questions. Et on ne va pas se mentir, il y a aussi la question de la rencontre quand même. Le jour où on tombe sur un poète, mais ça peut être autre chose, ça peut être un artiste, ça peut être un artisan, mais le jour où on tombe sur quelqu'un qui arrive à faire le tour de lui-même avec sa passion, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Donc ouais, il y a quand même une rencontre. Ouais. Alors tu parles souvent de cette tension entre le réel et la fiction, entre l'observation et la création. Est-ce que pour toi, écrire, c'est tenter de comprendre le monde ou de le supporter? Comprendre le monde ou le supporter, je dirais qu'en fait le risque, pour moi le risque c'est de devenir raisonnable. On peut très vite devenir raisonnable. Et je pense que grâce à la création, à la passion, on peut justement apporter sa touche de réel et influencer, transformer le réel. Du moment qu'on touche à sa passion, on met de soi, et du moment qu'on met de soi, on participe au monde, quoi. Et j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée de me dire que je participe à ça, à ma façon, et puis voilà. Et on ne peut pas ne pas mettre de soi du moment qu'on touche à sa passion. C'est Barbara la chanteuse, qui levait la main, qui connaît Barbara la chanteuse? Ok, elle était pas mal. Et Barbara, elle dit, je mets dans mes chansons mes matins, mes nuits et tout de moi dans mes chansons. Et je crois que ça, quand on touche à sa passion, on met de soi. Et du moment qu'on met de soi, on n'est pas trop loin de la vérité, quoi. Donc oui, ça. Et ensuite, sinon, il y a l'aventure de l'écriture, où en effet, mais ça c'est très personnel, mais bon, moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, et je me rends compte, plus ça va, plus je me rends compte que dans l'atelier, dans l'aventure de l'écriture, il y a tout ce qui se passe autour. Quand on touche à sa passion, on remue le réel, et le fait de remuer le réel, ça crée des choses qui dépassent ce qui est écrit. C'est tout ce qu'il y a autour du mot. C'est comme si le mot
finalement, là, ce que je viens de faire, il n'y a plus le tableau, d'accord ? Finalement, j'ai fait exprès d'aller très très vite pour vous perdre, pour vous montrer surtout un corps qui gesticule. C'est ça qui est important finalement, que ça tourne, d'accord ? Et l'idée, c'est créer un sentiment chez vous qui va induire obligatoirement des questions, des rires, du sommeil, quelque chose. Et j'aime bien le sentiment que le mot devienne l'île qui invente la mer. Vous voyez ce que je veux dire ? On va se parler après, non ? Bon. Donc, du coup, le fait de créer du mystère va créer de la rencontre et va casser la passivité. C'est ça le but. On s'en fiche du message des fois. Ce qui est important, c'est ce qui va être induit par l'action. Ok ? Allez. Alors ce qui frappe justement dans ton œuvre, c'est la musicalité. Il y a du rythme, presque une pulsation, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc quand tu écris, est-ce que tout part d'un mot, d'une image, d'une phrase qui s'impose, ou bien d'un thème, d'une émotion qui justement cherche sa forme ? Alors ça c'est très personnel parce que je trouve qu'il faut vraiment que chacun trouve sa méthode, sa manière de faire par rapport à son expression. C'est drôle parce que justement le texte que je vais faire après parle d'une émotion qui cherche son nom, justement. Mais je crois qu'en fait chaque création, chaque texte démarre d'un incipit. Incipit, ça veut dire début. Okay, il faut trouver comment commencer le texte. Et ça, c'est chacun sa méthode, chacun sa façon de faire. Okay, moi, j'ai une manière d'atelier, parce que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, donc j'ai un rapport à la contrainte très, très amoureux, où j'aime beaucoup me fixer des contraintes, parce que je trouve que ça me permet comme dirait Pérec, de se sentir plus libre, parce que la contrainte, on en fait ce qu'on veut. Mais chacun a sa manière de faire. Et l'idée d'explorer sa créativité, c'est justement de trouver sa graffe, sa griffe, comme dirait, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur de l'Arcru. Et que du coup, en fait, c'est ça qui est important. Sinon, là aussi, par rapport à la question de devenir raisonnable, sinon on devient juste raisonnable. Mais ce qui vous appartient le plus, c'est la faute d'orthographe. C'est paradoxal, hein ? Mais en fait, on se rend compte que tout le monde écrit bateau de la même façon, et celui qui décide d'écrire bateau avec un accent circonflexe et TOT, finalement, il est unique. Donc finalement, ce qui nous appartient le plus, ce qui nous ressemble le plus, c'est la faute d'orthographe. Et je me dis que pour commencer un texte, c'est trouver cet incipit qui va faire que, tac, et bien voilà, ça c'est mon sujet. Et voilà. Tu vas nous faire découvrir un nouveau texte. Oui, je vais vous lire Emo Verre. Oui. Je ne sais pas où il est. Ah, il est peut-être sur le pupitre déjà ? Ouais. Je vais vous lire un extrait de Emo Verre. Emo Verre, ça veut dire émotion en latin. Allez, merci. Tiens. Alors juste pour vous rappeler, on fait la rencontre avec Nicolas et ensuite, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser sur son travail et sur son univers. Allez chercher une inspiration. Nettoyer le matériel. Dépoussiérer les bouquins. Avancer. S'arrêter devant la grotte, immense, comme si elle avait des mâchoires. Observer cette bouche noire. Écouter, entendre qu'une masse souffle. Se rapprocher, voir en détail des centaines de traces sur les murs. Des ombres de branches violettes.
sentir sur sa peau cette odeur humide, familière. Ramener une respiration. La tenir là, l'agiter comme un appât. Attendre que ça morde pour chercher son nom avec elle. Voir ce qu'elle donne, regarder ce qu'elle jute. La démonter avec tous les outils de la bouche. Toutes les langues qui nous passeront par la main. Théoriquement, on est prêt. On a gesticulé un bruit. On a tiré sur sa corde pour tirer le monstre. On a joué avec son feu et voilà, ça y est. L'émotion tape contre comme des planches, avec la plante, le talon du pied, la paume des mains au plafond appuyée à ta barrière. Elle siffle le vent, l'émotion, prête à se planter dans ton bois rouge. Elle attend sa corne. Les rideaux sont tous baissés dans la cité. Ils ferment les yeux. Ils savent, eux, que le tirage au sort est proche. Tout le monde à l'intérieur se surprend. Plus personne ne fanfaronne. Les nobles au balcon qui branlent. Les plus démunis derrière un tas de sable pâle. L'émotion est dans les parages. On entend une cloche. Le cosmos tout entier se statue autour de cette opération. Cette respiration entre tes mains se resserre doucement autour de son nœud et les murs passent maintenant par toutes les couleurs froides. On sent bien que le vent tourne. La langue prend le corps sous le bras et l'entraîne dans le virage en sueur. Attiré par l'odeur qui change, il s'oublie le corps, il se laisse aller dans cette scène. La bête, elle, tourne le dos au silence. Elle pose son immense front contre un mur. Tout est parfait. Le corps essaie, il se cramponne de toute sa peau pour ne pas boire la tasse dans ce dialogue frontal, mais ne compte plus. Ta chasse est commencée. Tu essaieras de comprendre, te faire un nuage avec la poussière des bibliothèques. Tu trouveras que ça a goût à l'eau de piocher dans ce corps terre nouvelle. Tu essaieras à tout prix de mettre un nom. Alors oui, ta sémantique ne touche plus par terre. L'énumération, palais de sable, un dictionnaire d'impuissance rougit dans sa chute. Trouver une réponse, oui, c'est tourner la tête. Ouais, allez, vite, trouver un faux jumeau à ce chaos. Le corps, jeu de hasard, avale l'alphabet en majuscule maintenant. Il se tord, se plie de toutes les lettres orphelines coincées dans sa gorge. Le corps, oui, c'est intransitive, mais la terre, encore elle, le rappelle à son essentiel. Finalement, le corps est attaché par les pieds, ouais. Le reste du temps, tu sais quoi? Il flotte. Réellement, ici, un corps gorgé agite un portrait robot. Là, dans l'action des restes de la tête, peu d'articulation, vraiment, juste un mouvement bleu qui se chauffe, qui se glisse de dedans. Il gesticule, il s'enfle d'agitation le corps, il se déchire de solitude. Et alors, sans papier, il s'espèce, il se disparaît. Et pourtant, oui, le corps jamais autant en état de se dire là. Même qu'on croirait la voir, pouvoir se la montrer, notre bestiole anonyme. Merci. Parce qu'il va vite me poser une question. Merci. C'est physique. Alors on sent une attention très fine à la langue, au son, à la densité. Est-ce que tu considères que la beauté d'un texte tient d'abord à la justesse du mot ou à la sincérité du regard? Alors on dit, c'est délicat cette question de la beauté d'un texte. Il y a, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui disait qu'en écriture, il y a les peintres et les musiciens. C'est-à-dire celui qui va raconter quelque chose et l'autre qui va décrire ce quelque chose. Et alors je ne sais pas si moi j'aime les peintres ou les musiciens, mais je me rappelle
j'étais dans un collège à Paris, le collège Couperin, où j'étais invité pour faire des ateliers, rencontres. Et il y avait une fille qui était toute chagrine parce qu'elle elle arrêtait pas de penser. Enfin, je souris parce que c'est le souvenir. Et, elle s'appelait Sarah. Et Sarah, elle n'arrêtait pas de penser à Damien. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant vous dire que mes ateliers, rien, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Et donc, on avait discuté avec elle et on avait pris le parti de faire un livre unique avec elle, où en fait, elle avait écrit Damien sur 60 pages, de plein de façons différentes. Elle avait bastonné de Damien, 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 parce que c'était ça qu'elle ressentait. Et on avait pris le parti qu'elle fasse son objet unique, son livre unique et sa performance autour de Damien, 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 parce que c'était ça qu'elle avait envie de dire. Et je trouve que la beauté de l'écriture est dans le geste et dans l'intention. Son intention, là, était juste et sa lecture était juste. C'est un peu comme si... il faut que je garde ma métaphore du bateau. C'est un peu comme si elle traversait l'Atlantique à la rame, le Gave à la rame. Et moi, je suis sensible à ça, à cette action-là, à cet élan-là. Parce qu'en plus, bon, elle, je ne sais pas, mais il y a des éditeurs de poésie qui sont capables d'éditer des livres comme ça, avec un seul mot. Et après, il y a même des gens qui sont capables de l'acheter, ce bouquin. Moi, en tout cas, je l'achèterai, c'est sûr. Voilà. Mais il faut aller gratter un peu dans les festivals de poésie et tout. Vous allez voir, il se passe plein de choses très, très rigolotes et très originales. Donc voilà, la beauté d'un texte, c'est dans l'intention pour moi, Mathieu. Donc il y a la question du lecteur. Là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé trop de lui. Donc quand tu écris, est-ce que tu penses à lui ? Ou bien l'écriture reste-t-elle d'abord un espace de solitude et presque de recueillement pour toi ? Je dirais que il faut, quand on écrit, je crois, on peut ne pas être d'accord, on en parle après, d'accord ? Je vous tourne au dos, je suis désolé, mais c'est compliqué le dispositif. Je dirais qu'en fait, je crois qu'il ne faut pas penser au lecteur quand on écrit. Il faut trouver sa griffe, sa graffe, sa manière de dire, sa manière de faire, et d'être juste avec ça, quitte à être seul. Je crois ça. Je crois qu'il ne faut pas penser au lecteur. Parce que en écriture, il y a plusieurs théories, hein, mais on peut imaginer qu'en écriture, en fait, il y a un premier qui vous raconte ce qu'il voit, c'est le scribe. Okay, c'est vraiment, il vous dit, voilà, ça serait peut-être marrant de faire l'histoire de Damien qui me manque. Vous entendez ça et vous décidez de l'écrire ou pas. Okay, et vous avez une petite voix qui s'appelle le surmoi, qui va vous dire ah non c'est nul, non, c'est pas assez bien, c'est pas assez joli, c'est pas assez romantique, c'est pas assez poétique, d'accord. Et c'est celui-là, le premier lecteur, qui nous met des bâtons dans les roues. Ce lecteur-là, il est terrible. Alors déjà, il faut se débrouiller avec ce lecteur-là. Alors si en plus il faut penser au futur lecteur, on n'est pas sorti de l'auberge, ok. Il faut pas chercher à plaire au lecteur. Et après ça plaît pas, Inch'Allah quoi. Mais au moins vous êtes honnête, ok. Vraiment, essayez d'être... ça, voilà. Allez, bon, Gainsbourg. Qui c'est qui connaît Gainsbourg ? Voyons. Ah, c'est pas non plus... un peu quand même. Gainsbourg, il disait ça il peignait au début Gainsbourg. Et il avait dit cette phrase-là. Si vos parents aiment vos peintures, eh bien c'est de la merde, vos peintures. Vous voyez ? Cherchez pas à faire plaisir, cherchez à être vous et à mettre votre griffe, votre graffe. Je crois, hein, on peut ne pas être d'accord, hein, ok. Voilà, mais je crois que si on cherche à plaire au lecteur, on a un peu perdu. Je crois, Mathieu. Donc aujourd'hui, les mots, ils circulent plus vite que jamais, ils usent, ils se déforment, se détournent, et pourtant, tu continues à leur accorder une force, une gravité. Pour toi, qu'est-ce qu'un mot juste ? Et surtout, comment continuer à donner du poids aux mots dans un monde saturé de discours ? Il y a une phrase que tu as dit dans une interview, « Les mots ne sont pas des outils, ce sont des énergies ». J'aimerais que tu m'expliques ça, et comment un mot peut-il encore aujourd'hui agir sur le réel, faire bouger quelque chose chez celui qui écoute, ou même la société ?
Le réel, qui c'est qui connaît le réel? Allez, Barbara, Gainsbourg, le réel. Qui c'est qui connaît le réel? Vous voyez ce que c'est le réel? Alors, après, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par réel. Mais bon, le réel, moi, comment je l'entends, le réel, c'est ce que l'on ressent avant de pouvoir mettre des mots. Vous voyez? Quand on a la salive dans la gorge, la boule au ventre, le trac, être amoureux, tous ces trucs-là, ça, c'est du réel. La joie, toutes ces émotions qui sont brutes. Et ensuite, le réel, on lui met un mot, une coquille, plus ou moins bien choisie, comme pour mon exposé, d'accord? Ce qui est important, c'est le réel qui est à l'intérieur du mot. Et après, par rapport à ta question, si on parle de la réalité c'est nous, là, on est chargés tous de réel. Donc en ayant conscience qu'on est chargé de réel et que ce réel est porté par le mot, en effet, le mot peut changer la réalité, par ricochet. Voilà. Donc du coup, comment je pourrais dire ça? Le mot ne peut pas agir sur le réel parce qu'ils sont collés entre eux. Voilà. Et donc après, si je vais finir ma phrase, j'espère qu'elle n'était pas très compliquée. En gros, si on a le réel, une émotion, et on lui a mis une coquille dessus avec un mot, au moment de la lecture ou de la diction, quand on se parle, la manière de le dire peut laisser transparaître l'émotion qu'il y a dedans. Si je vous dis bateau ou bateau, mais qu'à l'intérieur de mon bateau, il y a un je t'aime ou comme ça, c'est différent. Et je crois, elle a fait bleh quand je dis je t'aime, elle a fait bleh. Du coup, je crois qu'on peut essayer de croire qu'on peut casser la coquille du mot pour laisser ressortir le réel. Ça, c'est un peu mon fantasme de poète. Et d'ailleurs, je crois que c'est maintenant faire un texte de poésie sonore où je vous expliquerai tout à l'heure un peu. Ça va illustrer mon propos. Ok? C'est à toi. C'est ça. Ouais. Le câlin du pied. Ah. Ouais, là, ça va. Il me faut le micro. Et je vais pas prendre le... Là, vous m'entendez? C'est bon? Là, c'est bon? Ouais, c'est bon? Super. Alors, je vous fais un texte qui est très rapide. C'est un texte qui s'appelle Le câlin du pied, qui est un texte qui est un texte de poésie sonore. D'accord? Le but, c'est de convoquer une émotion. Mais justement, c'est comment on va essayer de faire convoquer une émotion à travers un texte qui a presque rien à voir. Ok? C'est l'histoire de deux personnes. À vous d'essayer de comprendre quelles sont ces deux personnes-là qui fantasment autour d'un câlin du pied. Ok? Ils sont plus ou moins d'accord, ils sont plus ou moins adultes et c'est plus ou moins entendable. Ok? Ça dure 2 minutes, ça va aller vite. Vous allez voir. C'est tellement du bout du pied. La peau du pied, c'est tellement mimi. La peau du pied qui vague est tellement timide. Et quand il est timide, oh, qu'il est mignon, sa belle chemise avec sa belle petite peau, qu'il est mignon. Le câlin du pied qui sent le pied côte à côte et rosé. Le câlin du pied qui soupire et sous le pied qui sent le pied, soupire. Le câlin du pied du rassouillé, de la sueur à plager, de la belle avec sa belle chemise. On dirait qu'elle brille sa chemise. Oh, qu'il est mimi. Oh, avec ses beaux cheveux blancs. Oh, on dirait un chevalier. Oh, non, mais pour le faux, c'est ça qu'il dit, on rigole. Un chevalier, il serait blond. Oh, avec un beau casque de cheveux blancs. Oh, qu'il est mimi. Tout le monde rechatouille une fois, le pied soupire, peut respirer, soulager très vite. La belle chemise son chevalier. Oh, trop vite, ne me cache rien, ne me dis rien. Tu viens d'où pour moi, et tu te battras à bord, s'il le faut, pour moi, ne me dis rien. Parce que croquer la pomme n'a jamais mené bien loin, madame Chasse. Tu m'attendais, on s'attendait, c'était écrit. Mais tout, ne me dis rien. La personne, l'élu, attends, tu l'aurais trouvé n'importe où. Parce que croquer la pomme n'a jamais mené bien loin, madame. 2 personnes entourées de gens, ne me dis rien. Parce que croquer la pomme n'a jamais mené...
Embrasse-moi, si tu veux, je veux, mais ne me dis rien. On dirait que je sais tout. Allez, on dit que je suis ton tout. Prends-moi, mets-moi où tu veux. Mets-moi pour l'instant dans ta poche où tu veux. Ne me dis rien. Laisse-moi deviner où tu me mets. Et Merci. Je te laisse reprendre ton souffle. Justement, on est dans la partie renaître, là. Donc, on en vient à ce mot central, celui qui nous réunit ici aujourd'hui, renaître. C'est un mot de feu et de douceur à la fois. Il évoque les recommencements, les métaphores, les recommencements après les pertes. Qu'est-ce qui évoque pour toi ce mot? Est-ce une expérience que tu as traversée personnellement, artistiquement? Eh bien, j'en oublie mon micro. Je dirais que créer, c'est renaître. C'est avoir un esprit neuf à chaque fois. Donc en effet, je trouve que voilà, créer, c'est renaître déjà. Et moi, par rapport à la création, ouais, c'est marrant qu'il y ait cette question-là, parce qu'en effet, moi, j'ai vécu 3 renaissances autour du mot, 3 secousses. Il y a eu l'expérience de la réécriture, c'est-à-dire que j'écrivais, comme peut-être beaucoup, et un jour, ça m'a fait un peu comme un flash, je sais plus ou moins pourquoi, j'ai décidé de fracasser la grammaire de mes phrases. Non, pas... Non. La grammaire. La grammaire. Ah. J'ai un texte d'ailleurs, après j'ai un stand à côté, venez, j'ai un texte sur ma grand-mère, mais je la fracasse pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire, Mathieu. Coupé. Non, j'ai fracassé la grammaire, la manière dont étaient écrites les phrases. Et du coup, ça a donné quelque chose d'assez disharmonique, mais que j'aimais beaucoup. Et ça a fait exploser vraiment la phrase dans sa structure, mais aussi dans sa disposition dans la page. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment découvert le vide, le vrai vide, pas le vide d'un espace entre chaque mot, même si c'est très important. Mais du coup, j'ai pu réinterroger la notion de rythme, de souffle, et voir cet espace qu'il y a dans une page, quoi, en fait. Il y a 3 ou 4 mots, mais c'est qui parle depuis tout à l'heure, là? C'est comme si j'avais un souffleur dans l'oreille depuis tout à l'heure. Et alors j'ai envie de répéter ce que j'entends. Et du coup... ça m'a donné une vision sur toute la place qu'il y avait dans la feuille. Ça, c'est une première révolution qui était très importante. Après, évidemment, j'ai la découverte, je vous dis tout à l'heure, de la lecture à voix haute et de voir cet endroit que l'on pouvait s'approprier, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à lire, et puis après, j'ai commencé à crier, et puis j'ai commencé à amener des objets sur scène, j'ai commencé à raconter plein de choses, et beaucoup de plaisir. Et après, dernièrement, j'ai découvert qu'on pouvait vivre en poésie, quoi, en fait. Ça demande une certaine méthodologie, de la rigueur, mais en fait, on peut vivre comme ça. Donc, c'est 3 révolutions pour moi. Et est-ce que tu dirais que chaque nouveau texte est une manière de renaître, que l'écriture, au fond, c'est une succession de renaissances, parfois discrètes ou plutôt radicales? Je dirais que, de toute façon, oui, chaque écriture, mais chaque création, chaque chose que vous faites avec amour, c'est des nouveaux points de vue et des nouvelles propositions. Donc en effet, oui, chaque attaque, chaque fois, c'est des renaissances. Ouais, je suis d'accord. Oui. Et donc, au-delà de l'intime, il y a le collectif. Et comment les mots peuvent-ils, selon toi, nous aider à renaître ensemble, à retrouver du sens, à retisser du lien dans une époque qui doute beaucoup? Et le mot, en fait, si vous mettez des mots, c'est que vous avez envie d'être compris. Donc, si vous avez envie d'être compris, c'est qu'il y a une question de l'autre, c'est que vous avez l'autre en tête. Donc, derrière le mot, il y a toujours la question de l'autre. Donc, du coup, je me dis que le seul risque, ça va pas vous plaire, le seul risque du langage et du mot, c'est sa réduction. Ok ?
La réduction du langage, c'est terrible. Wesh. Ok, les wesh, genre, tous ces mots valises là qui permettent d'arrêter de parler parce qu'on dit la même chose à chaque fois. Vous voyez, genre, wesh. Et tout ça là, ça réduit le langage petit à petit. Et je crois que le seul risque, c'est que le langage, au fur et à mesure qu'on ne l'utilise pas et qu'on le convoque moins, disparaisse. Il y a un auteur qui dit ça, qui dit qu'en fait, à force d'avoir un langage uniquement efficace, publicitaire, politique, dans une rentabilité, le risque, c'est qu'il se diminue à chaque fois. Et lui, il va plus loin, il dit que le langage pourrait disparaître. Donc finalement, le seul truc à faire, c'est de lui faire confiance et de lui accorder sa place au mot. Donc je dirais qu'en fait, il faut juste se parler. Pas partout, mais il faut se parler. Ok ? Parlons-nous. Tu as souvent parlé de la responsabilité de celui qui écrit. Qu'on le veuille ou non, l'auteur dépose quelque chose dans la mémoire des autres. Quand tu écris, que souhaites-tu transmettre ? Un regard, une émotion, une trace ? Déjà un partage. J'aimerais qu'il y ait un partage avec celui qui lit. Une émotion, ouais, ce serait bien. Si ça peut le divertir, si ça peut apporter juste un divertissement. Après, en effet, si je peux transmettre à ma petite échelle et tout, juste ce bout d'audace là, de prendre le mic, faites-le, quoi, c'est tout. Faire passer ce message de fabriquer des endroits à l'utopie, quoi. Voilà, moi je suis très attaché à ça. Utopie, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'endroit. Donc finalement, si on peut penser juste à ça, après, ce qu'on met dedans, ça sera toujours du sujet. Et si tu devais laisser un seul mot, comme un talisman pour traverser le monde d'aujourd'hui, lequel choisirais-tu et pourquoi choisirais-tu celui-là ? Un mot. Wallahi. Alors, si je suis... comme je disais tout à l'heure, si jamais le risque, c'est d'être raisonnable, passif, et de dire, ok, les choses sont comme ça, mais j'y peux rien, c'est pas ça le message, quoi. Donc, l'idée, c'est de dire, ok, les choses sont comme ça. La guerre, la tristesse, la pauvreté, le chagrin, Damien, il m'aime pas. Voilà, ok. Ça, c'est la passivité. Et moi, ce que je recherche, c'est, ok, Damien, il m'aime pas, certes. Eh bien, je vais faire un bouquin. Certes, je vais faire ça. Voilà. Je crois que mon mot, ça serait ça. Certes. Certes, ça veut dire... certes, c'est résister. Et je trouve que ce qu'on a dit, créer, c'est résister. Écrire, c'est résister. Dire certes, c'est résister. C'est être acteur. Dire certes, c'est renaître. Dire certes, c'est admettre le réel, le monde, mais sans renoncer à agir dessus. Certes. Ouais, j'aime bien ce mot. Merci Nicolas pour cette conversation pleine de souffle. Ce que tu nous rappelles ce soir, c'est qu'on peut renaître de 1000 façons. Alors par un geste, une rencontre, un silence, ou parfois simplement par un mot posé au bon moment. Et c'est peut-être ça, au fond, le pouvoir des mots, nous redonner la possibilité d'exister autrement, ensemble. Merci encore Nicolas pour ce moment. Merci à tous. Bon salon. Et on se retrouve pour les questions. Donc maintenant, on va faire passer des micros dans la salle et vous allez pouvoir poser toutes les questions à Nicolas. Oui, on est en haut. Ah non, Nicolas. Ça va ? De rien. N'hésitez pas. Moi, je l'avais pile, donc c'est parfait. Ouais, mais c'était, tu vois, on est bien. Puis c'est bien pour eux, ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Aucune question ? Alors, les micros, vous regardez, voilà. Pourquoi t'as dit Berck à bateau ou à l'amour ?
Bonjour, notre question c'est depuis quand écrivez-vous? Ah là là. Écrire depuis l'école primaire, tu vois, comme tout le monde. Et après, écrire comme tu le penses, je sais pas. L'âge de 15 ans, je dirais. Tu vois, au moment où il y a pas mal d'émotions qui tapent à la porte, quoi. Ouais. Toi, t'écris? Non. Pas encore. Bonjour. Vous avez écrit combien de livres, monsieur? Pardon? Vous avez écrit combien de livres? J'en ai fait 9. Et aujourd'hui, on fête la sortie du 9e, justement. Il y a un stand là-bas, au hall de l'ambassadeur. Si vous voulez passer, il y a le nouveau bouquin, il y a des vidéos, il y a des goodies de l'association et du festival. Passez, il y a plein de trucs. Et on fête la sortie de mon 9e bouquin aujourd'hui. Je vais l'acheter alors. Je l'offrirai. Promis. Si tu passes, je te l'offre. Si vous passez, je... D'autres questions, peut-être sur ce que vous avez vécu tout à l'heure avec les performances de Nicolas, qui ne sont pas La première était habituelles. volontairement provoque. Hein. C'est fait exprès. Est-ce que des fois, pour vous, c'est dur de trouver l'inspiration Je crois, là aussi, c'est mon idée, mais je crois que en fait, l'inspiration, il faut juste faire de la place. La nature, elle a horreur du vide. Je sais pas si tu as un jardin où tu prends un jardin, tu enlèves toutes les fleurs, tu enlèves tout. La nature, elle a horreur du vide. En moins d'une semaine, tu auras des herbes, des fleurs. Et nous, on est pareil, quoi. Si tu fais de la place, ça vient. Moi, je sais qu'à chacun de mes projets, je fais juste de la place du vide. Et ça vient tout seul. Je crois vraiment que l'inspiration, c'est laisser la place aux choses. Parce qu'on est bien pris, hein, on en a des trucs dans la tête. T'as écrit? Ouais, cool. D'autres questions? Qui c'est qui a des questions? Pourquoi vous êtes devenu poète? Qui c'est qui a dit ça? Alors, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, je trouve que la poésie, c'est l'endroit dans lequel il y a le plus de liberté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Sarah, vraiment, mais elle insistait pour dire Sarah. Désolé, moi je me suis entraîné. Hein. Je me suis entraîné. Et en gros, je trouve dans la poésie, il y a vraiment cette place-là pour l'audace. C'est qu'en fait, en poésie, vous pouvez vraiment oser des choses. Là, par exemple, on est en train de travailler avec mon éditrice sur un bouquin que l'on finira à la perceuse. Ouais, oui, la perceuse. Ouais. Mais ça a du sens, hein. Mais il n'y a qu'en poésie, je trouve. Venez sur les festivals de poésie, je vous assure, les éditeurs, c'est vraiment des drôles de personnages aussi. Hein. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je trouve que la poésie, c'est l'endroit où il y a une place pas croyable, quoi. Vraiment, là. Le rapport et l'accueil de la faute, de l'audace en poésie, c'est... Ouais. Est-ce que c'est votre première conférence? Non. Ah, ok. C'est la première ici, au Idées mènent le monde. Je suis très content. Merci encore pour l'accueil de tout le monde. Merci à Charlotte de nous avoir accueillis et à tous les techniciens qui sont super. Merci. Ouais. Excusez-moi, j'ai le micro. Je peux parler? Oui, je ne sais pas parce qu'il y a des jeunes qui... Alors bonjour, je suis très contente que mes élèves constatent que les poètes ne sont pas tous morts. Oui, qu'on peut être jeune et créer de la poésie. Donc merci d'abord, parce que pour eux la littérature c'est souvent très ancien et voilà. J'ai remarqué dans vos interprétations que tout le corps participait. Ça aussi c'est super parce que les mots ne sont pas que sur une page morts, eux aussi, mais ils vivent à travers tout le corps.
Alors ça, merci, c'est d'abord des merci que je fais. Et ensuite, une question toute bête, avez-vous déjà fait du buto? Oh non, on m'a déjà posé cette question. Ah, tu vois? Oui, parce que on a une belle école avec Richard Kerr et Thierry Escarment qui véhiculent la question du buto à Pau. Et on m'a déjà posé cette question. Et non, je n'ai jamais fait. Non, je me suis vraiment fabriqué ma... Voilà. Mais on m'a déjà posé la question, c'est rigolo. C'est à moi. Il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Et Du oui, coup, ma question, c'était pourquoi vous avez banalisé la folie? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'était pourquoi vous avez banalisé la folie? Incroyable. Alors, très intéressant. Merci pour ta question. Alors, parce qu'en fait, ce qui fait la folie, c'est le regard. Donc du coup, si moi je pense que c'est pas fou, c'est toi qui le décides que c'est fou. Mais c'est très intéressant parce qu'en effet, c'est une question de point de vue. Par exemple, celui qui écrit, moi j'anime des ateliers de peinture aussi, dans un public en psychiatrie. Et si tu te mets à peindre à côté de quelqu'un qui est interné, tu ne sauras pas qui c'est qui est interné. Tu vois? Parce qu'il y aura 2 personnes qui peignent. Mais elle est très bonne ta question, merci beaucoup. Voilà. Je la banalise sans faire exprès, on va dire. Voilà. Merci pour ta question. Selon vous, comment la poésie va évoluer dans les années à venir? C'est pas du tout toi qui poses la question. Ah voilà. Je vois une fille toute mignonne et puis tout ça. C'est pas toi qui parles. C'était pas toi qui parlais. C'était très rigolo le doublage là. Et pour revenir au truc, mais venez sur les ateliers d'écriture. En atelier d'écriture, on s'éclate. Moi, j'en fais pas mal en collège et en lycée. Ça vaut le coup. Oui, quelqu'un là-bas. Oui. Du coup, je disais, selon vous, comment la poésie va évoluer dans les années à venir? Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu. Comment pensez-vous que la poésie va évoluer dans les années à venir? Oh, quelle est jolie ta question, parce que je suis ultra optimiste pour le faire. Je suis très optimiste parce qu'en fait, vu qu'on commence à pouvoir remplacer beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'en fait, la poésie, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. C'est que vu qu'il est question de sujets, de réel, de ces choses-là, je pense que la poésie... Moi, en tout cas, par exemple, j'ai la chance d'avoir de plus en plus de commandes d'écriture. Parce que justement, ils disent... Ça, c'est la poésie qui peut le dire. Tu vois, des reportages, des ateliers, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis plutôt optimiste. C'est assez paradoxal comme réponse. Mais je suis assez optimiste pour la poésie parce que je crois qu'elle va avoir son rôle à jouer de plus en plus dans ce monde qui se vide un peu de sens. Tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Mathieu. Mais peut-être que la poésie va de moins en moins va paraître de moins en moins folle, de moins en moins abstraite, parce que finalement, c'est un être humain qui bidouille les mots, quoi. Et finalement, ça se remplit de plus en plus d'humanité, alors qu'elle bouge presque pas, la poésie. Merci pour ta question. C'est bon, je peux poser la mienne. Et maintenant, Quand vous écrivez, vous ressentez quoi comme émotion? c'est beaucoup mieux là, tu vois, ce visage sur cette voix, c'est beaucoup mieux. Mais oui. Alors, j'ai pas entendu par contre. Du coup. J'entends pas, écoute. Alors, qu'est-ce que de l'adrénaline, d'assumer, de trouver et de choisir un mot. Je sais que c'est pas forcément le bon mot ou le mot juste, comme disait Mathieu, tu vois. Mais finalement, c'est l'adrénaline de se dire, ben ouais, je l'écris comme ça et alors. Donc tu vois, c'est cette adrénaline d'oser, tu vois. Donc voilà, c'est ce plaisir-là. Ok. Il nous reste 5 minutes 50 secondes. Bonjour. Bonjour. J'avais une petite question par rapport à... Parce que là, on est entouré de jeunes. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure donc, de ces mots qu'ils peuvent utiliser régulièrement. Wesh. Genre. J'avoue. Frère, voilà. Vous dites que
que ça réduit le langage. Tout à l'heure, vous le disiez. Certes. Ah, certes. C'est bien. Pensez-vous pas non plus, et je pense que j'imagine que vous en avez connaissance, que c'est une manière donc pour nos jeunes d'embrayer tout simplement sur leur propre langage. Voilà. Après cette question, que c'est une manière pour eux d'embrayer sur la langue en fait pour regarder le monde, pour justement le décrire, bien que certes ce soit avec leurs propres mots. Mais est-ce qu'on doit complètement les rejeter, ces mots? Alors évidemment, je les reprends quand ils les utilisent dans nos classes, mais bon voilà. Ouais, mais alors c'est super intéressant. Je suis entièrement d'accord avec toi que l'initiative de s'approprier le langage, j'adore. Tu vois, la naissance. Moi, je suis un amoureux du verlan. Le verlan, c'est une langue qui n'existe qu'en France, qui a été inventée par des jeunes en France il y a quelques dizaines d'années. C'est une création de langage, je trouve ça magnifique, quoi. Là, ce qui me gêne un peu plus, c'est la réduction. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet disparaît derrière ce certes qui est commun. Et justement, je dis non, ne fais pas la certes quoi. Justement, je suis d'accord avec toi. Embrayer, c'est-à-dire qu'embrayer pour passer la vitesse du langage. Donc voilà, certes quoi. C'était quoi le mot que j'ai dit tout à l'heure? Wesh quoi. Ouais, wesh quoi. Mais je suis d'accord, hein. C'est une manière de s'approprier le langage. Mais du coup, il faut... Ouais. Voilà, embrayer, ça veut dire qu'après on la passe, la vitesse, quoi. Ouais. J'aime bien l'image de l'embrayage, en fait, elle est bonne. Il nous reste 3 minutes et 31 secondes. Est-ce que quand vous étiez petit, vous vous intéressez à la poésie? Mais alors, pas du tout. Mais alors, moi, je viens d'un village de 120 habitants. Donc, il y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de poète, non, il n'y avait rien. Il y avait Madame Chaz, à qui j'ai dédié 2 ou 3 bouquins, mon institutrice. Et j'espère qu'elle écoute l'interview, elle va dire, putain, il parle encore de moi. Et en effet, elle nous a appris des poèmes. Non, je ne suis pas du tout né dans un bain de poésie. Ou alors un bain de poésie sensorielle. Mais c'est la fracture dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a fait naître le bazar. Ouais. Pourquoi avoir fait ce travail? Oh. Parce que c'est là que ça résonnait le plus justement, je me dis, tu vois. C'est ce que je me dis, c'est qu'en fait, il faut essayer de creuser autour de la passion. Je sais pas où t'es, je suis désolé. C'est qui parle? Je te vois pas. Ah, c'est toi, salut. Oui, c'est juste parce que c'est ma passion. Voilà, mais après, c'est une passion comme une autre. Hein, voilà, aucun jugement, hein, c'est de la danse, la mécanique, le bois, la boucherie, vraiment. Dis-moi que tu fais avec amour. Je sais plus comment il dit là-haut de cela. Celui qui siffle en travaillant ne travaille jamais. C'est ça? Voilà. C'est parce que voilà, c'est là où je siffle le mieux. Voilà. Pour vous, c'est quoi la poésie? Wallahi. Alors, la poésie, qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça c'est rigolo, c'est un grand thème. La poésie, c'est chouette ta question parce que nous on a un festival à Pau, venez, on s'amuse vraiment beaucoup en mars et en septembre, ça s'appelle la vitamine P et Poésie dans les chais. On s'amuse beaucoup et on réfléchit autour de cette question-là. C'est quoi la poésie? La poésie, c'est un élan, c'est un souffle, c'est une vibration qui permet aux gens d'être ensemble. Ok? Là, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai lu, mon but, c'était qu'on puisse là se parler et que vous ayez envie. Sinon, on s'en fiche un peu. Bon, passez quand même prendre le bouquin. Hein, mais l'idée, c'est ça. Et venez au stand, vous allez voir, il y a plein de vidéos qui vous montrent vraiment notre image, voilà, à quoi ressemble la poésie pour nous. Là, pour nous, la poésie, c'est ça. C'est ce souffle, c'est cet être ensemble. Cet ensemble maintenant, en un seul mot. Et il reste 30 secondes. J'ai une question. Pourquoi avoir choisi une perceuse pour le prochain livre? Oh là là.
Alors ça, c'est... Il y a un choix particulier Oui, oui. Le symbole très très fort. C'est pour parler de quelque chose qui opère des trous et que l'on subit, tu vois. Et j'ai pris le symbole le plus concret possible, plutôt qu'en faire, tu vois, une métaphore, une comparaison et tout. Là, en poésie, tu peux proposer justement ce trou-là. Voilà. On pourra en parler après parce que je vois qu'on est en déficit dans le timing. J'ai découvert ça depuis 4 minutes, donc je joue. Donc voilà, on pourra continuer à en parler, mais c'est une bonne question. Voilà. Ça pourrait ne pas avoir de sens, mais là, en l'occurrence, ça a du sens. Voilà. Quelqu'un a encore une question ? Une dernière question ? Une dernière question. C'est bon ? Vous n'avez pas d'autres questions ? Bon, je ne sais pas si vous rentrez directement, sinon, passez au stand. Ok, merci Alors, beaucoup merci Nicolas beaucoup. Vargas. Au C'était revoir. Nicolas Vargas.